Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien. En ce 15 août, on se retrouve aujourd'hui pour parler crypto, pour parler Bitcoin. On va parler aussi beaucoup de ce qui est en train de se passer, non pas sur la géopolitique, non pas sur la géoéconomie, mais tout simplement sur le monde, parce qu'on commence à avoir un certain nombre de signaux, un certain nombre de nouvelles, qui nous font tout simplement rappeler ce que l'on a déjà vécu il y a quelques années. Et justement, qu'est-ce qui va se passer au niveau des crypto-monnaies? Quel va être l'impact au niveau de BTC? Quel va être l'impact réellement au niveau des USA? Je pense qu'il y a beaucoup de points à soulever aujourd'hui et on commence tout de suite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptolyse, entrepreneur, investisseur et trader crypto. Et avant d'entamer tout ça, je vous rappelle qu'en commentaire en description, vous avez la possibilité de vous faire financer 100% gratuitement une formation trading dans laquelle vous allez voir l'analyse technique, la psychologie, le trading, des exercices, des lives. Globalement, vous avez beaucoup de contenu mis à disposition gratuitement. En commentaire en description si ça vous intéresse. C'est financé par votre partenaire XTB. Et on peut commencer directement avec les nouvelles avant d'attaquer l'analyse technique du BTC et des altcoins. Alors, au niveau de la partie nouvelle, on a une grosse news qui est tombée, c'est USDC, donc c'est-à-dire le stablecoin de Circle, qui nous explique qu'ils vont bientôt se lancer sur Apple grâce au fait que Apple a ouvert plutôt, devrais-je dire, la possibilité aux développeurs de construire sur les NFC. NFC, c'est la norme qui permet, lorsque vous déposez votre téléphone portable sur un TPE, c'est-à-dire un terminal de paiement, ça fait directement le paiement. Le fait qu'ils ouvrent ça permet de pouvoir construire, n'importe quel développeur peut construire une application pour pouvoir justement utiliser cette fonctionnalité. Ça veut dire qu'il est fort probable d'avoir des USDC directement utilisables de cette façon-là sur Apple. Et justement, on a ici Jérémy qui nous explique que c'est en cours et que les développeurs de wallet devraient être sur les starters parce que ça va aller très très vite. Très important comme nouvelle. Pour la mass adoption, plutôt classique, facile d'utilisation, on dépose le téléphone sur le TPE, on paye instantanément. Après, la seule problématique, c'est la réglementation française dans laquelle à chaque paiement, on est obligé de payer la flat tax, ça c'est encore une autre discussion. Au niveau du gouvernement américain, on a eu quelques mouvements qui ont fait un petit peu peur, qui expliquent aussi le petit mouvement de baisse très fort qu'on a eu au niveau du BTC. Très court terme, c'est qu'on a eu 10 000 BTC qui ont été déplacés sur Coinbase, à savoir que les USA possèdent 203 000 bitcoins, ce qui n'est pas rien. Donc là, le fait d'avoir 10 000 BTC qui n'avaient pas été trop bougés et qui viennent vraiment de Silk Road, qui était le site du dark web où on pouvait absolument tout acheter, ils ont saisi beaucoup de bitcoins sur cette plateforme-là lorsqu'ils l'ont récupéré, lorsqu'ils ont arrêté le fondateur. On a 10 000 BTC qui ont été déplacés sur Coinbase. Est-ce qu'ils l'ont vendu? Est-ce qu'ils vont le vendre? On ne le sait pas. En tout cas, le marché est en train d'anticiper. Ça explique un petit peu le mouvement qu'on a eu, mais on a toujours, encore une fois, des bonnes nouvelles. Et je pense qu'il faut parler de MetaMask qui annonce justement un partenariat avec Mastercard pour pouvoir avoir une carte crypto. Alors, ça me rappelle un petit peu la connotation qu'on avait en 2021 dans lequel tout le monde se lançait pour avoir sa carte bleue, tous les exchanges et tous les protocoles de CeFi. Alors, à cette époque-là, c'était de la finance centralisée. Forcément, vous avez en tête Celsius qui lançait sa carte bleue, en tout cas qui voulait lancer sa carte bleue. Globalement, on avait plein d'acteurs qui étaient dans cette démarche-là. Là, on commence à en avoir quand même quelques-uns qui se positionnent aussi. Et on a MetaMask. MetaMask qui est le wallet le plus utilisé toujours, je ne comprends pas pourquoi, parce que c'est quand même une horreur à utiliser, alors qu'on a un équivalent qui s'appelle Rabi, qui est très bien, et est-ce qu'il y a un intérêt à avoir une carte bleue sur un hot wallet comme MetaMask? Je ne sais pas, à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais en tout cas ça reste une très bonne nouvelle, simplification d'utilisation, pour moi c'est du même acabit que les USDC en termes de news. Dans les autres grosses nouvelles, nous avons beaucoup de financements qui ont lieu sur l'intelligence artificielle et tout ce qui est infrastructure autour de l'intelligence artificielle. On a notamment Rivals qui le fait, on a 4-5 autres qui le font aussi, dans lequel on a beaucoup d'annonces qui sont en train d'avoir lieu. C'est plutôt positif, ça veut dire qu'on recommence à avoir de la liquidité qui se déverse sur le marché, quelque chose qu'on n'avait plus trop depuis mars, et là on voit que c'est le retour justement des prises de position des VC, donc certainement un retour d'une accélération haussière. On a aussi une autre nouvelle, c'est sur Ton Foundation, donc qui est la fondation de Telegram qui s'occupe principalement du token, de leur token, qui annonce le lancement de 40 millions de fonds pour pouvoir financer les nouveaux développeurs et une nouvelle société qui se lancent sur leur écosystème. Et on sait très bien que c'est un très gros écosystème, 950 millions d'utilisateurs, forcément ça attire beaucoup de monde, et là en plus on a 40 millions
qui sont mises à disposition pour attirer, donc je pense que ça devrait plutôt bien fonctionner, on devrait avoir des grosses applications qui devraient sortir sur Telegram dans les 6 à 9 mois prochains. Maintenant, on va passer dans les nouvelles qui sont un peu plus compliquées. Alors, nous avons prise de parole de Jérôme Powell qui nous explique qu'il ne faut pas attendre les 2% pour baisser les taux, et c'est tout à fait normal, le marché de toute façon, là actuellement, a besoin d'une baisse de taux, ou en tout cas une annonce suffisamment forte pour dire que c'est une baisse de taux, et on a d'autres annonces qui sont en train de se mettre en place. Ici, Monkeypox, ça ne vous parle peut-être pas, mais c'est la variole du singe qui est en train d'être redéclarée comme étant une urgence globale. Alors, c'est la deuxième fois, hein, on rappelle que ça a été il y a 2 ans à peu près, il avait été annoncé de cette façon-là aussi encore une fois, et tout le monde reparle encore une fois du Covid, forcément, avec la possibilité que Monkeypox soit le prochain Covid. Clairement, je pense que ce ne sera plus le cas, ou en tout cas peu de chances que ce soit le cas, parce que déjà, il n'y a plus d'argent pour pouvoir le faire, et 2, je pense que la population ne se laissera pas faire. Et d'ailleurs, on a Donald Trump qui a tout simplement sauté sur l'occasion pour rappeler que les démocrates lui avaient volé ces dernières élections à cause du Covid, et on rappelle qu'à cette époque-là, il y a 4 ans, au moment où il y avait les élections américaines, il a été laissé le choix aux personnes de soit se déplacer directement dans les bureaux d'élection, soit de le faire de façon électronique, et c'est quelque chose qui avait été reproché par Donald Trump en disant qu'il y a une grosse partie qui était falsifiée, et là justement il est en train de se positionner en disant vous êtes en train de recréer les mêmes conditions que le Covid pour que je puisse perdre, donc on a ce scénario qui est en train d'arriver. Peut-être qu'il y aura un impact au niveau des chiffres, je ne pense clairement pas, je pense que les yeux sont tournés principalement sur la macroéconomie, sont tournés sur la géopolitique structurelle, plutôt que sur un risque potentiel sanitaire. On est encore très très loin, mais ça n'empêche que on a quand même ce petit goût de 2021 qui reste toujours un petit peu présent, donc on fait toujours très attention de ce côté-là. Au niveau des différentes nouvelles, on a eu des grosses news, donc l'inflation à 2,9% sur les 3% attendus, donc une continuité de la baisse, mais malheureusement pas de réaction du marché suffisamment importante, on voit que c'est relativement flat, hein. Cette bougie ici où on n'a quasiment pas bougé, on a eu un petit peu de volatilité. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est pas un mouvement qui est suffisamment important, et surtout quand on regarde la chute annuelle, c'est pas quelque chose qui est aussi anticipé au niveau des mensuels, qui est le plus important, c'est est-ce que mensuellement on arrive à chuter au niveau de l'inflation? Est-ce que c'est juste une inflation qui se détériore au fur et à mesure de l'année? À ce moment-là, il y a assez peu d'impact. Par contre, si on voit vraiment qu'il y a une chute drastique au niveau de l'inflation, ou en tout cas des vecteurs qui nous disent qu'on va vraiment vers les 2%, à ce moment-là, on aura une réaction positive du marché. Là, ce n'est pas le cas. Et ce que le marché attend, c'est principalement la baisse des taux et la discussion et l'annonce de Jérôme Powell de ce côté-là. Au niveau technique, sur le S&P 500, intéressant, je pense qu'on est en train de retravailler vraiment cette grosse partie de résistance qu'on avait notée ici, qui était vraiment un très gros support qui a été travaillé lorsqu'on a eu la rupture. On a eu vraiment les clusters de liquidation avec les différents gaps qui ont été créés, donc pour montrer vraiment la force du mouvement au niveau du S&P 500, on est en train d'aller retester ça, et je pense qu'on peut aller retester tout simplement le haut de ce bloc-là pour combler une grosse partie d'imbalance, donc aller chercher cette zone-là, potentiellement les 5500, et là-dessus, beaucoup de choses se joueront. Est-ce que oui, on arrive à consolider, ou est-ce que on casse à la hausse, ou est-ce qu'on casse à la baisse? Ça, on le verra au moment venu, en fonction des différentes nouvelles, et surtout des différents volumes que l'on pourra avoir. Personnellement, j'ai tendance à vous dire qu'on a un RSI qui est en train de pousser, qui pousse quand même beaucoup plus haut que ce qu'on a connu ici, et là, on a peut-être une divergence baissière qui est en train de se former, donc pour l'inverser, soit on casse ce top là, donc les 5571, pardon, soit on ne casse pas et à ce moment-là on a bien une divergence baissière et donc on aura une continuité baissière qui risque de faire relativement mal, et c'est un petit peu ce qui est en train de se moduler au niveau du RSI, donc ça va être à surveiller sur le très court terme. Je pense que semaine prochaine on devra avoir un mouvement qui devrait nous confirmer cette partie-là. Au niveau du BTC, on a eu une journée qui était un petit peu compliquée, dans laquelle on a eu une tentative d'accélération qui a été rejetée, relativement forte. Pareil, hein, on ne casse pas des niveaux clés. Si on regarde niveau clé ici, sur ce top-là, le niveau clé suivant est ici, et le troisième, pardon, se trouve ici. D'accord? Si on arrive à maintenir cette zone-là, ça sous-entend qu'on risque de faire ça. Ça, on reconnaît très bien, c'est une compression dans laquelle on va appuyer sur la liquidité sur les deux côtés pour pouvoir justement entraîner un mouvement. On rappelle que là, actuellement, on a eu beaucoup de mouvements en juillet, on a eu un gros momentum qui s'est créé, beaucoup de volatilité qu'on ne retrouve pas sur cette période-là. On voit que depuis qu'on a cassé la partie baissière sur début août, on a récupéré une partie, et depuis le 8 août, globalement, on est en train de s'écraser. Ça commence à être relativement long, et on connaît
ces périodes-là, on sait très bien que c'est normal, mais ça n'empêche que c'est compliqué à gérer émotionnellement. N'oubliez pas que c'est en même temps normal au niveau du marché. C'est le principe, plus c'est compliqué à gérer émotionnellement, plus on se retrouve dans une période qui est intéressante pour pouvoir faire un point sur là où on en est. Pour faire un point là où on est, on dézoome un maximum au niveau du weekly. Là où on avait hier justement une bougie qui était plutôt une bougie compressée, hein, dans laquelle on avait très peu de volatilité, on voyait très bien cette bougie-là qui était au centre, on disait ok, bon, on arrive à stabiliser, on a un momentum qui est en train de reprendre sur ce début de semaine qui est plutôt baissier, et qui pourrait nous donner une indication pour aller retester les zones qu'on attend, donc ça veut dire aller rechercher cette zone ici en dessous des 57, mais pour ça il faut impérativement casser ce lot-là, tant que ce n'est pas fait. Ça sous-entend qu'on aura une compression qui restera comme telle. Moi j'ai envie de vous dire que, vu ce qui se passe en ce moment, il y a une forte probabilité que ce soit vendredi soir à la clôture du marché américain, qu'on ait un mouvement de rupture. Au niveau des compressions, c'est un petit peu ce qu'on a vu sur les 5-6 dernières compressions, donc on peut attendre ça, à voir. Dans tous les cas, le BTC est plutôt stable, très peu de volatilité, mais qu'est-ce qu'il en est au niveau des altcoins? Sur le total market cap 3, qui représente tous les altcoins en dehors de BTC et Ethereum, ce qui est intéressant de voir, c'est que la récupération de ce qui s'est passé suite à la grosse chute et aux grosses liquidations n'est pas du tout la même au niveau des altcoins. On voit qu'on a beaucoup de mal à repartir à la hausse, malgré le fait qu'on en a quelques-uns qui reperforment. Ça n'empêche que c'est très très compliqué. Et quand on regarde ici la représentation de l'ensemble des altcoins par rapport à BTC, BTC étant la ligne bleue que l'on retrouve ici, on voit qu'on a une majorité qui est en sous-performance de BTC et très très peu qui sont en sur-performance, liés principalement soit à de la nouvelle, soit à un momentum qui est plutôt haussier pour plusieurs autres raisons, ou à une résilience forte du token et de la crypto et de l'écosystème, mais ça empêche que majoritairement on est sur la sous-performance, alors que quand on était dans une période d'accélération et qu'on finissait justement, hop, si on revient dans des phases d'accélération de ce style-là, ou même tout simplement sur la période d'avril, on avait beaucoup d'alcoins qui étaient quand même en surperformance par rapport à BTC, ou qui maintenaient leur niveau, qui étaient beaucoup plus contractés. Là, c'est pas du tout le cas, on voit bien qu'on a quand même une grosse sous-performance des alts, donc ça veut dire que les altcoins souffrent énormément, sont dans des zones très complexes, et même Ethereum, qui n'est pas dans le Total 3, a beaucoup de mal de se remettre de cette accélération. Quand on regarde, BTC a réussi à reclaim, c'est-à-dire à regagner des niveaux qui sont clés, hein, si on dézoome un petit peu, on voit qu'on a réussi à regagner des niveaux qui sont clés, qui sont forts, qui sont au-dessus des 60 000, sur Ethereum, c'est pas le cas, on n'arrive pas à repasser sur les 60 000, si on regarde sur Ether, il faudrait arriver à casser les 2800, là ce n'est pas du tout le cas, donc ça nous montre qu'on a quand même une faiblesse très forte au niveau des alts. Ça veut dire aussi deux choses, qu'on a une forme de capitulation qui est bien en train d'avoir lieu au niveau des alts, et deuxième chose, qui pour moi est tout aussi important, c'est qu'on n'a pas de liquidité qui descend au niveau des alts. On n'a pas de liquidité qui se déverse dans les alts, et ça c'est très important, ça veut dire qu'on n'est pas encore dans une alt season, on attend principalement une performance au niveau de Bitcoin. Tant que ce n'est pas le cas, tant qu'il y a un désintérêt au niveau de BTC, il y aura un désintérêt au niveau du reste, et il va falloir, encore une fois, être patient. Je rappelle qu'on est en août, 15 août, on a passé la moitié du mois d'août, et ensuite il va falloir patienter le mois de septembre, dans lequel on va avoir beaucoup de nouvelles géopolitiques qui vont arriver, qui vont entraîner beaucoup de liquidités et beaucoup de volatilité, et ensuite on risque de rentrer réellement dans cette phase d'expansion sur fin septembre, octobre, novembre, sur la fin 2024, qui est la phase que l'on attend, encore une fois, pour les plus patients, pour ceux qui sont capables de pouvoir se positionner dans des périodes de contraction en limitant leurs risques et de tenir justement dans ces périodes compliquées. Ceux qui sont avec moi depuis fin 2021 comprennent tout à fait ce qui est en train de se passer et ont les nerfs solides. Si jamais cette vidéo vous a aidé et que vous voulez me soutenir, c'est très simple et c'est gratuit, likez, partagez et abonnez-vous, et nous on se retrouve très vite.